Bonjour à tous, merci d'être venus de bon matin au Café Littéraire pour entendre parler d'histoire et de bande dessinée. Cette table ronde est organisée en lien avec le prix historique Cheverny, qui est un prix donc remis tous les ans à la meilleure bande dessinée historique de l'année. Et sur ce plateau, vous avez 3 lauréats pour le prix d'un, puisque vous avez les 2 lauréats de cette année, à qui le prix sera remis tout à l'heure, pour un album sur la Révolution dont on va parler, et à ma gauche Pascal Rabaté, qui est le lauréat de l'an dernier et dont auquel une exposition est consacrée, qui sera inaugurée à 11h30 si je ne me trompe pas. Et vous avez également une autre exposition juste derrière la porte qui est consacrée à cette collection Revue dessinée, édition La Découverte, et vous avez 2 auteurs qui sont présents. Alors, on va rapidement commencer en attaquant, puisqu'on a un historien et 4 auteurs de bande dessinée, donc en attaquant par un historien. Florian Mazel, bonjour. Bonjour. Voici donc à l'écran votre nouvel album. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous dire à vous historien, quel est votre rapport à la bande dessinée ? À titre personnel, il n'a rien d'historien, entre guillemets, au sens où c'est pour moi depuis très très longtemps, parce que mes parents m'y avaient initié en quelque sorte, un loisir culturel, comme on dit, parmi beaucoup d'autres. Et de manière d'ailleurs plus globale, la bande dessinée historique n'est pas ce vers quoi je suis spontanément porté, a priori. Mais en revanche, voilà, je suis un grand collectionneur, je dirais, de bande dessinée, en particulier des romans graphiques. Et donc c'était pour moi à la fois une surprise et un défi que de devoir... en revanche, passer de l'autre côté, je dirais, du miroir pour confectionner un ouvrage qui n'est ni une bande dessinée ni un ouvrage d'histoire, mais un peu des deux. Donc voilà, il y avait quelque chose d'un peu exaltant, et en même temps, ce n'est pas mon nouvel album, c'est mon seul album, et peut-être ça sera d'ailleurs le dernier, j'en sais rien, mais donc voilà, donc c'est une expérience un peu unique. Et moi, je vais poser la question aux auteurs, et on va procéder par ordre chronologique. Bon, on va revenir sur le... On va enchaîner tout de suite avec Vincent. Donc vous, les auteurs, quel est votre rapport à l'histoire ? Si je suis tout à fait honnête, mon rapport à l'histoire est celle de quelqu'un qui s'y intéresse un petit peu de loin. Je n'ai jamais eu avant cet album l'occasion de vraiment m'y pencher. Mon premier album se passait vaguement à la période féodale aussi, mais j'avais fait le minimum en termes de recherche historique. Donc ça m'intéresse, mais je suis loin de pouvoir égaler Florian en termes de savoir historique. Nous, on collectionnait les bouquins d'histoire quand on était petit, mais avant, on s'y intéressait pas. Non, on a commencé... notre précédent album était aussi un livre qui se passait au 19e, donc déjà une petite incursion comme ça dans un récit avec un contexte historique. Mais avant ça, je pense qu'on n'avait pas tellement de... On n'avait pas un penchant particulier. Après, je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là, des auteurs de BD, à passer notre temps à dessiner. Et pour dessiner, on écoute la radio. Et c'est un moyen de se faire une sorte d'université à la maison, quoi. Moi, je sais que j'écoute énormément de podcasts et pas mal d'émissions d'histoire. Les lundis de l'histoire, quand c'était encore ça. La Fabrique, après. Puis des trucs... en fait... Il y a petit à petit une sorte d'appétence qui s'est créée, puis à force de travailler, nous maintenant on passe un peu notre temps dans les bouquins, mais c'est plutôt quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure du temps, quoi. Oui, tout à fait, cher ami. Et je dirais même plus, oui, tout à fait. Je vais pas refaire le même, mais... Non, moi l'histoire m'intéresse que par le parallèle avec l'actualité. Donc quand j'avais attaqué Ibicus, on sortait de la guerre en ex-Yougoslavie, et du coup c'était une façon de, pas de botter en touche, mais de me dire que je pouvais reparler de l'actualité par le biais d'un autre. En fait, c'était de jouer un peu sur le parallèle historique. Donc après, ça a été ça a été la déconfiture, c'est l'envie de parler d'une société qui va dans le mur. Donc on a été quand même, on l'a bien perdu.
Donc c'était aussi cette façon de vouloir. On commence un projet sur une envie de faire un truc parallèle, et puis après on se fait absorber par à la fois les documents, par les témoignages, par en fait toute la recherche historique, et puis finalement on finit par faire un livre qui n'était pas forcément ce qu'on voulait faire au départ, mais le bouquin a pris le pas sur la recherche, quoi. Florian Mazel, habituellement dans les bandes dessinées, dans les collections de bandes dessinées historiques, vous avez un historien, un scénariste de métier et un dessinateur. Pour votre album, c'est pas le cas. Il n'y a pas de scénariste de métier. Donc la question c'est, êtes-vous devenu scénariste de métier? Avez-vous scénarisé? Avez-vous séquencé? Avez-vous écrit des dialogues? Et de manière plus générale, comment avez-vous travaillé avec Vincent Sorel sur cet album? Alors non, je ne suis pas devenu scénariste, ça c'est sûr et certain. Alors on a travaillé de manière un peu bricolée, un peu improvisée, je pense, comme chacun des tandems de la collection. Donc pour notre part, de mon point de vue, on a travaillé, on va dire, de manière graduelle, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y avait un premier échange, on va dire, sur la substance de ce qu'on voulait mettre dans chaque chapitre, la substance historique. Moi, je fournissais pas mal de matériel à Vincent en termes de données historiques, en termes aussi de documentation, surtout, parce que j'avais comme idée véritablement de donner un accès un peu direct au lecteur aux sources médiévales, que ce soit les sources écrites ou les sources iconographiques. Donc je lui fournissais aussi du matériel voilà, de ce type-là, des enluminures, des images, voire des documents archéologiques, des plans, des choses comme ça. Et ensuite, je hiérarchisais un peu les informations en lui disant ce qui me semblait le plus important. Et parfois, pas systématiquement pour chaque chapitre, mais parfois, je faisais des suggestions, on va dire, de mise en récit ou de manière d'exposer certains éléments au regard à la fois de l'état de nos connaissances, de la hiérarchisation justement des informations, de la manière aussi plus ou moins pédagogique de rentrer dans quelque chose qui pouvait être parfois un peu dense ou un peu rébarbatif. Et puis moi, mon travail un petit peu, le premier travail s'arrêtait là. Donc le deuxième élément dans lequel j'ai joué un rôle, je dirais, dans la construction de l'ouvrage, bien sûr, ça a été en revanche l'organisation globale, c'est-à-dire le séquençage en chapitres, le choix des thèmes, le choix de ne pas partir sur une histoire chronologique, même s'il y a des événements qui sont évoqués, mais plutôt de partir sur une approche thématique. Donc ça, c'est vrai que c'est surtout, on va dire, ça a été surtout ma contribution à l'architecture du volume. Même si ensuite on a rediscuté entre nous parfois aussi de la succession des chapitres. Qu'est-ce qu'il y avait de plus cohérent pour, par exemple, un néophyte comme était Vincent dans la succession des thèmes. Et puis ensuite, en revanche, c'était Vincent qui prenait en charge, je dirais, une première, malgré tout, scénarisation, je dirais quand même, c'est-à-dire la mise en récit véritablement et en images parallèles. Et sur la base de cette première ébauche, il revenait vers moi et puis moi je commentais et éventuellement je suggérais des aménagements, des modifications ponctuelles du récit au regard de certaines invraisemblances, toute une série de paramètres assez informels, ou alors, et beaucoup plus exceptionnellement, j'ai suggéré quelques, on va dire, petites mises en récit, petites séquences ou petites images qui me semblaient parfois résumer de manière plus efficace l'information ou le message qu'on voulait délivrer. Donc là, ça pouvait même passer par parfois des suggestions de dessin, mais c'était assez rare au bout du compte, quoi. Alors, Vincent Sorel, justement, pour passer de l'autre côté de la barrière, comment est-ce que vous avez réussi à digérer l'information qui vous a été donnée par Florian Mazel? Et on a l'exemple d'une planche là que vous avez retravaillée. Comment justement, comment s'est fait donc à la fois cette digestion et ensuite comment s'est fait le dialogue à partir des crayonnés avec votre scénariste, historien qui vous accompagnait? Effectivement, il y a une grosse partie du travail préalable, c'est justement ce travail de digestion. Il y a eu plusieurs étapes avant d'arriver à trouver un procédé narratif qui rende tout ça intéressant et vivant, parce que l'écueil que à peu près tout le monde était d'accord. L'écueil à éviter, c'était qu'il fallait pas qu'on fasse une suite d'exposés. Il fallait que ce soit intégré dans un récit, que ce soit intéressant, qu'il y ait de l'humour, etc. Et du coup, il y a eu plusieurs étapes. Et quand j'ai trouvé l'astuce de faire de la voix off un personnage qui puisse interagir avec les personnages dessinés, que du coup ils puissent se contredire, qu'ils puissent échanger. C'est le déclencheur qui a permis de mettre en place la narration.
Puis après, ça s'est fait d'une façon assez classique. Du coup, à gauche, là, c'est ma première étape de découpage qui, là, pour le coup, est relativement élaborée par rapport à d'autres choses qui ressemblent plus vraiment à des bonhommes patates. Donc, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose de relativement simple en termes de dessin. Il y a même une photo directement insérée pour qu'on puisse échanger, et que je puisse modifier ça sans que ça me prenne des jours et des jours. Et puis là, en l'occurrence, là typiquement, une des choses qui a changé entre les deux versions de cette page, c'est que j'avais prévu de mettre un archéologue en tant que narrateur, en tant que personnage, donc celui qu'on voit ici. Mais ça, en fait, ça marchait pas, ça rendait... Ça impliquait plus de problèmes que ça donnait de réponses, et au final, la solution la plus simple, ça a été de faire parler le paysan lui-même, que ce soit lui-même qui présente l'endroit où il vit. Juste un tout petit complément sur les personnages, justement. C'est vrai que moi, je tenais au départ à ce qu'il y ait à la fois à ce que les historiens ne soient pas mis en scène, ce qui est parfois le parti pris dans d'autres volumes, mais enfin bon, à titre personnel, j'y tenais pas spécialement, ni d'ailleurs des historiens du passé non plus, enfin qu'il n'y ait pas une forme d'incarnation de l'historien du tout. Et puis la deuxième chose auquel je tenais, c'est que les personnages historiques, en revanche, ne soient pas complètement évacués, c'est-à-dire qu'on ne soit pas qu'avec des personnages fictifs, un archétype de paysan comme ici, un archétype de chevalier, un archétype de moine, qui sont présents et qui ont joué un rôle essentiel dans on va dire la continuité du récit. Mais je voulais aussi que les personnages historiques interviennent, mais pas sur un mode de la reconstitution, ça avait aucun sens, mais sur le mode à la fois de la restitution documentaire, c'est-à-dire qu'on leur met dans la bouche des extraits de documents qui leur attribuent ces paroles pour l'époque médiévale. Et là, comme il y avait un effet d'illusion dangereux de faire croire que ces personnages avaient vraiment dit ces paroles, c'était aussi ces personnages historiques de les reprendre en contexte anachronique. Alors par le biais de l'humour, par Vincent surtout, qui est assez doué dans ce domaine, et puis par le biais aussi tout simplement de l'anachronisme au sens pur, c'est-à-dire des personnages qui sont les personnages du passé mais qui parlent au présent. Et donc ça permettait de combiner la restitution des documents et des sources, et puis cette complexité, et puis même cette diversité interne, parce qu'au bout du compte, la pluralité des personnages historiques, porte-voix et en même temps anachroniques, personnages fictifs, plus la voix off essentielle qu'a inventé Vincent en cours de parcours, ça permettait aussi d'ajouter une dimension qui pour moi était vraiment fondamentale, qui était la plurivocité, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas forcément de consensus sur certaines questions, et d'initier le lecteur un peu à des débats ou à des apories dans certains domaines, que ce soit des événements, voilà, l'élection du Capet, ça a été une compétition, donc il y a forcément eu des camps affrontés, donner à voir ça aussi. C'est-à-dire de ne pas ne donner que des formes résolues de récits historiques. Voilà. Pour Florian et Youn, comment on travaille à quatre mains? Parce que d'habitude, en BD, il y a soit un auteur qui fait le scénario et le dessin, soit un scénariste et un dessinateur. Et là, on a deux co-scénaristes et deux co-dessinateurs. Alors comment ça se passe? Alors nous, on a travaillé, donc on a tout partagé, toutes les phases du travail sont partagées, hormis vraiment pour ce premier tome, la dernière phase qui est une fois qu'on... Enfin, ouais. Une image de planche finie. Oui, on va faire... Ah non. Non mais ouais. Enfin, oui. Voilà, en fait, ouais, voilà. C'est juste les dernières, donc les pages finales en fait sont faites par l'un ou par l'autre, quoi. C'est le moment, jusqu'à ce moment-là, on peut travailler de notre côté et tout, mais tout est en dialogue permanent, et en fait chaque version, on va faire chacun des petites versions de croquis que l'autre va reprendre, et jusqu'à arriver donc à une version un peu comme tu montrais, Vincent, ou du découpage, ou comme on a vu avant, un truc qui, disons, voilà, comme ça, où tout est mis en place, quoi. Il n'y a plus qu'à exécuter le travail de dessin qu'on s'est gardé chacun de notre côté. Et le scénario, pardon. Et donc le scénario, en fait, ça s'écrit d'abord, en fait, ça se dit d'abord quand on travaille beaucoup à l'oral, forcément vu qu'on est deux. Et en fait, on déroule des... C'est assez, disons, on lance des pistes
part d'un côté, par un autre, on part soit de la chronologie des événements révolutionnaires, parce que c'est pas seulement un cadre historique, quoi, c'est vraiment c'est l'affaire de notre histoire de raconter ça. Donc on voulait pas qu'il se passe une aventure ou des péripéties avec en arrière-plan la révolution comme un décor. Ce qui fait qu'on s'y rattache constamment. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, en parlant comme ça, en lisant, on découvre des événements, des trucs qui nous paraissent plus ou moins intéressants et tout. Et on liste un peu plein d'envies comme ça, quoi. Jusqu'au moment où on a de quoi faire une BD beaucoup, beaucoup trop longue et où on en vire la moitié. Et puis il nous reste un truc à peu près du format qu'on avait décidé. Ce qui nous emmène à un résultat, je pense, d'un récit très dense, quoi. Parce que du coup, ça fait beaucoup de trucs condensés. Mais ouais, donc c'est des allers-retours comme ça. Et puis donc après, on commence par comme on est 2 à dessiner, la phase de storyboard, on démarre vraiment sur des tout petits machins qu'on fait ensemble, qui sont lisibles, qui sont à peine lisibles, et qu'on reprend après. Il y en a un qui va donc on va avoir découpé une scène en tout petits bouts, disons en dessin tout petit. Puis il y en a un qui va les agrandir, qui va les refaire un peu mieux. En fait, c'est la première étape la plus claire. En fait, c'est la même page, je sais pas si c'est la même page entre les 2 exemples. On voit une première étape. Donc il y a encore une étape précédente, mais on s'embête pas à les scanner. C'est vraiment des espèces de dessins, un peu comme disait Vincent, des espèces de bonhommes patates. Des fois, il n'y a que les textes dans les cases, d'ailleurs, il n'y a même pas les dessins. Et puis, il y a cette première phase de dessin qui est là quand même déjà assez... il faut qu'on comprenne un peu, surtout pour l'autre, en fait, pour qu'on puisse chacun voir un peu où est-ce qu'on va. Puis, il y a une seconde phase de découpage, quoi. Enfin, nous, on appelle ça comme ça, qui est déjà bien détaillée, quoi. Je pense que pour pas mal de dessinateurs, je pense que ça paraîtrait un peu débile de faire cette étape-là. Ouais. La raison, c'est qu'on est 2, donc il faut pouvoir se faire lire. Et c'est aussi que c'est à ce moment-là qu'on incorpore toute la documentation. Ouais. Et qu'en fait, à l'issue de cette étape-là, on sait quel costume, quel mobilier, quel décor et limite quelle page de quel bouquin aller rechercher. Il n'y a quasiment plus rien à faire une fois qu'on a fait cette étape-là. Il n'y a plus qu'à dessiner les vraies planches, quoi. Mais voilà. Alors, Pascal Rabaté, vous êtes votre propre scénariste, donc vous n'avez pas ce problème de dialogue avec vous-même, enfin en tout cas il est plus limité. Est-ce que en amont ou en aval, vous avez en revanche travaillé avec des historiens? À la fin de l'ouvrage, il y a une petite bibliographie. Quel a été votre travail avec des historiens ou des autres auteurs qui a pu vous aider pour l'élaboration de la déconfiture? Là, en l'occurrence, ça a été la découverte du bouquin de Malaquais. Journal de guerre, mais c'était l'origine du projet, c'était le bouquin de Gibault qui racontait en fait, c'est un des romans de Gibault qui a été un peu conchié par la critique dans les années 60. Parce qu'il parlait en fait d'un Français qui attendait la guerre et qui se retrouve à la fin du roman à se dire que c'est pas son conflit, qu'il a rien à foutre là, et on lui somme de garder un trou d'obus pour éviter que l'armée tombe dedans. Et Gibault fait que son héros prend sa moto et se tire dans le sud. Et moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je me suis dit que ce personnage était intéressant sur toute l'étude de caractère de mon personnage vide-grain, mais lui part à la guerre, mais en sachant qu'elle est perdue, quoi. Donc un peu comme... En fait, mon travail depuis Bicus, j'ai acheté une gravure qui était assez fabuleuse d'un inconnu allemand qui avait fait toute la société allemande face à un précipice, et la gravure datait de 1928. C'est-à-dire il y avait tout le monde se tenait la main, et c'était ce que nous prévoit l'histoire. Et du coup, je suis un peu hanté par cette image, et du coup je suis parti un petit peu de ces trucs composites. Après on commence un récit, on commence à travailler, j'ai commencé à bosser sur ce personnage, et puis j'ai été obligé de me documenter pour essayer d'étoffer ou de ramener un peu de chair sur le squelette, quoi. Donc c'est les anecdotes, c'est les petites phrases de Faubras
pendant sa captivité, lui s'est évadé, mais pendant qu'il était en camp, a récupéré toutes les anecdotes et tous les dialogues possibles. Donc il y avait cette phrase formidable, la France a perdu, qu'est-ce que ça va changer? Et l'autre répond, le Tour de France. Donc en fait, ce genre de petits détails fait que ça nourrit aussi le récit et ça donne un peu de vérité à mes personnages, tout au moins pour moi, quoi. Alors je reviens à Florent et Youn. Une question pour Révolution. Quel est votre rapport à l'historien? Et notamment votre album se termine par une postface d'un historien de la Révolution française qui est Pierre Cernat. Et donc pourquoi cette postface? Est-ce que c'est une caution scientifique? Est-ce que c'est aussi l'historien amateur de bande dessinée? Parce que Pierre a été au jury du prix Cheverny. Donc quelle est la place de quel est le rôle de cette postface de Pierre Cernat? Et j'en profite là pour signaler la parution du dernier numéro des Cahiers de la bande dessinée avec un petit entretien de Pierre Cernat qui résume très bien, à mon sens, quel peut être le rapport de l'historien à la bande dessinée. Et l'autre diapo, c'est vos remerciements avec de la Révolution, avec une liste d'historiens, mais aussi de sources que vous avez pu consulter. Alors, d'abord, pourquoi cette... faut expliquer un peu comment est-ce qu'on a travaillé avec Pierre Cernat. Pierre Cernat, on ne le connaissait pas, c'est notre éditeur qui nous l'a présenté alors que notre projet était déjà pas mal avancé, quoi. Et on lui a demandé de relire en fait notre boulot pour éviter des anachronismes, des trucs comme ça. Il les a pas tous relevés. Mais non, il nous a quand même donc évité certains petits trucs un peu... c'est assez anecdotique en fait, les choses qui nous intéressaient. Et finalement, il a aussi donné une orientation à certaines scènes et il nous a poussé dans certains trucs. Et ça, c'était pas exactement ce qu'on lui demandait au départ, mais on a été content qu'il le fasse. Mais disons que c'était pas une collaboration. On n'a pas essayé de s'appuyer sur le travail de Pierre Cernat, historien de la Révolution, pour travailler, quoi. C'était plus, on a essayé de faire en sorte qu'on raconte pas de bêtises, donc on lui a soumis notre boulot, quoi, plutôt par la suite. Et les historiens, et donc voilà, et la postface, pour terminer là-dessus, on y a pensé assez naturellement à la fin de l'ouvrage, de se dire ce serait peut-être pas mal que Pierre nous écrive quelque chose, ce qu'il a fait, et puis pas qu'un peu. Et donc après il y a la question donc des historiens sur lesquels on a pu s'appuyer, qui sont évidemment beaucoup plus nombreux en fait que la petite liste qu'on a mis dans le premier tome. Nous, on a principalement deux parties en fait pour notre documentation. On a les livres d'histoire et puis toute la partie iconographique, quoi. Donc on a pour la partie iconographique, on se sert beaucoup d'internet et de Gallica notamment, quoi, des archives de la BNF qui sont en ligne. Et puis d'autres fonds d'archives en ligne. Et on a aussi 5 énormes volumes compilés par Michel Vauvel qui sont des trésors qui doivent prendre la poussière sur pas mal d'étagères de CDI et de trucs comme ça, mais nous on s'en sert pour faire de la BD. Et l'autre partie de la documentation qui est en fait le plus important, quoi, c'est les livres d'historiens qu'on lit, quoi. Donc on a nos petits chouchous, nos petites chouchoutes, quoi. Mais on a lu vraiment au départ, comme on n'y connaissait rien, on a été bouffé à tous les râteliers, quoi. Et c'est pas mal en même temps parce que petit à petit, on rentre dans les débats qui ne manquent pas d'agiter le petit Landerneau, historien de la Révolution. C'est encore bien à vif, quoi, sur certaines questions. Et nous, ça nous a permis de nous faire une idée comme ça assez globale de l'extérieur, quoi, sans trop. Je pense que, je suis même assez sûr que si on s'était un peu accoquiné plus en amont avec Pierre Cernat, le bouquin aurait été assez différent, quoi. Et on n'aurait pas mis certains trucs. Du coup, on est quand même assez content de cette sorte d'indépendance qu'on a vis-à-vis de l'historiographie, en fait.
Ouais. Moi j'ajouterais juste par rapport à la postface, ça nous semblait important d'en mettre une parce qu'en fait on a fait un choix, c'est que dans tout l'album il n'y a pas un seul encart de texte qui soit pas un dialogue ou une onomatopée, quoi. Le seul texte qu'il y a c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ouais, il y a des petits textes entre les chapitres, c'est vrai. Oh bah zut alors. Non mais ça marche quand même un truc parce que c'est-à-dire qu'il n'y a jamais une case où il n'y a jamais une date par exemple, il n'y a jamais un truc genre 13 juillet, Palais Royal, il n'y a jamais un nom de lieu. Et donc en effet il y a des petits textes qui séparent les chapitres mais qui sont vraiment encore très denses aussi parce qu'ils sont courts et donc c'est vraiment ces petits textes qui nous servent à donner donc voilà on a ce truc où en fait on choisit d'immerger le lecteur dans une action pour lui faire vivre la révolution, enfin essayer quoi, plutôt que de lui expliquer. Et mais du coup, il faut quand même qu'on lui explique un peu. Enfin, en fait, voilà, il faut pouvoir confronter cette expérience de lecture à l'histoire raconte. Enfin voilà, l'histoire comme on la raconte quoi. Et aussi, il faut qu'il puisse avoir des repères pour pas être non plus trop paumé ou avoir le sentiment d'être trop perdu. Donc en fait, la postface, elle nous semblait importante. Vraiment en complément et d'ailleurs je pense que c'est une postface qu'il ne faut pas hésiter à lire pendant qu'on lit le bouquin. Il ne faut pas forcément attendre d'avoir perdu, surtout si on n'est pas méga fan de la Révolution, parce que justement en fait Pierre Cernat il fait tout le travail de reprendre nos scènes un peu à la suite en disant cette scène là en fait elle se rattache à ça et ils l'ont montré probablement parce qu'ils pensaient que nanana. Donc voilà, elle venait en complément d'un choix je pense que nous on a fait d'avoir pas de sous-texte et pas d'explication tout au long de l'ouvrage, quoi. On continue sur la documentation. Oh, bah non, parce qu'on en a parlé, on peut enchaîner avec la question suivante. Oui. Alors, quand on pense à la bande dessinée historique, la première question à laquelle on pense, c'est celle justement de la documentation. Il y a des gens qui sont des auteurs qui sont des fanatiques de documentation. Je pense par exemple à Pellerin pour l'épervier. Pellerin a raconté souvent cette anecdote d'une planche où à l'arrière-plan d'une petite case on a des couches géologiques dans la rade de Brest et après avoir sorti l'album un lecteur lui a expliqué qu'il y avait un problème dans ces couches géologiques. Et il a refait sa planche pour une couche qui concrètement est invisible dans la version éditée, mais pour lui c'est important. Pascal Rabaté, à quel point les couches géologiques et le degré de précision de la reconstitution de la débâcle sont importantes pour vous, et autrement dit, quels éléments vous paraissent importants pour planter le décor? Alors par exemple là on a mis des sources de documentation. Donc la question c'est celle-ci, quelle documentation vous avez utilisée et à quel point elle vous paraît importante pour créer un album comme celui-ci? Alors là, honnêtement, entre un champ de betterave et un champ de blé, je m'en fous un peu. Donc les couches géologiques, je les laisse où elles sont. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout d'un coup un élément qui va faire sens ou qui va m'amener graphiquement ou qui va me raconter quelque chose. Donc là, c'est vrai que sur cette histoire de prospectus, en cherchant de la doc, en cherchant des uniformes, parce que j'ai failli, heureusement que l'album n'était pas en couleur, et j'ai failli les foutre toute l'armée française en bleu, donc c'est vous dire si je suis pas pèlerin. Et donc je suis tombé sur ce prospectus qui avait été balancé, comme le raconte Robert Merle, quand il y a eu sur la côte, là en Normandie. Mais il y a eu ce prospectus qui a été balancé. En fait, j'avais trouvé que c'était une assez belle mise en abîme. Enfin, j'ai été traumatisé par la vache qui rit, donc je ne peux pas m'empêcher de mettre une image dans une image dans une image. Il s'avère que le dessin était plutôt intéressant. Et récemment, j'ai découvert que ce personnage avait fait, enfin le dessinateur en question du prospectus avait fait une belle carrière de dessinateur humoristique dans les années 10-20. Il était même plutôt assez doué. Il a viré nazi et il a un autre dessin, je ne sais pas s'il va passer, où il dessine, c'est une petite BD de 4 pages encore, enfin un petit fascicule, où il raconte comment Hitler fait l'homme nouveau à partir de la glaise de tout un paquet de bonhommes, quoi. Mais donc la bande dessinée, on le voit ici avec du Tintin, la bande dessinée a également été une de vos sources d'inspiration. Narrativement, Hergé a quand même inventé une grammaire moderne, enfin un truc
se lit très très bien, et c'est vrai que je suis voilà, c'était le côté gag, si tu c'est une planche quand même, c'était l'île Noire, et à l'époque de l'île Noire, bah, on était pile en mai juin 40, ça paraissait dans le supplément le petit 20e. Et au mois de mai, il y a eu en effet cette petite scène où ils tirent sur un avion et ils reçoivent des paquets de prospectus. Donc c'est encore une histoire. Comment ? C'est l'or noir, oui, pardon. Et donc c'était encore une histoire pour moi de faire une image vache qui rit, quoi. Florian et Vincent, alors vous c'est plus difficile, la documentation graphique, et vous osez dire voilà, c'est comment on représente ces personnages de la période dite féodale, et vous arrivez à cette case brutale. C'est ainsi que nous ne connaissons rien de la vie sociale des paysans. Mais néanmoins, à partir de ce rien, vous fabriquez quand même des images, un récit. Donc comment avez-vous surmonté cette difficulté ? Alors c'est clair que pour la séquence chronologique qu'on avait, on a des sources beaucoup plus fragmentaires que pour l'époque contemporaine, donc on est très souvent confronté à des impossibilités matérielles de représenter ou de reconstituer, si on veut, des apparences physiques, des vêtements, même des décors, des lieux, hein, parce que par exemple la scène de la rédaction de la charte de fondation de l'abbaye de Cluny, quand Vincent m'a demandé bon alors si ça s'est déroulé dans un palais, tu peux me fournir une image de palais du Xe siècle? Ben non. Non, c'est impossible, on n'a rien, ni en images, ni en sources archéologiques, on ne peut pas. Donc, partant de ce constat, je dirais que de mon point de vue, mais je pense Vincent après complétera sur cette question, qui était quand même sa partie plus concrètement, je dirais deux partis pris déjà. Nous on est parti plutôt sur l'idée de jouer sur l'anachronisme quand même, aussi bien sur les personnages comme on l'a dit tout à l'heure que sur le récit. Donc déjà on n'était pas dans le fétichisme de la sincérité, pourrait-on dire, de la reconstitution. Alors ce qui implique pas que parfois on fait attention, par exemple pour les planches inspirées de l'archéologie qui suivent celle-ci, comme celle qu'on a montré tout à l'heure avec le village ou la ferme. Bon, là, j'ai demandé, parce que là, je suis pas non plus omnicompétent, j'ai demandé à un collègue archéologue de me dire ce qu'il en pensait, et il y a eu un certain nombre de corrections qu'on a apportées. Mais c'est finalement assez secondaire, assez anecdotique, c'est pas très fréquent. Donc, on s'est affranchi de cette... et on a dû le dire, pour pas créer non plus d'illusions de la part du lecteur, comme pour les sources écrites, sur la véracité de certaines représentations. Donc ça, c'est le premier point, c'est jouer sur... assumer l'anachronisme. Puis deuxième point, c'est le répertoire iconographique. Parce qu'en revanche, par rapport à d'autres époques, on a quand même pas mal d'enluminures d'images. Et puis on a ce document extraordinaire qui est la broderie de Bayeux, qui fournissait un répertoire de figures, de scènes, d'objets, de lieux qu'on pouvait qu'on pouvait décalquer d'une certaine manière. Dans certains chapitres, c'est le cas, ou dont on pouvait s'inspirer. C'est ce qu'a fait Vincent dans pas mal d'autres. Et au-delà de la broderie, l'iconographie nous a servi aussi ponctuellement, mais de manière éclatée finalement. Il n'y a aucune, hormis celles qui sont justement décalquées de la broderie, il n'y a aucune scène reconstituée. Hein. Donc mais ça participait aussi d'un discours sur l'histoire, c'est-à-dire c'est l'idée que, du point de vue de l'historien, j'entends que du point de vue des dessinateurs ou du public ça peut être différent, mais du point de vue des historiens, reconstituer est à la fois impossible et vain. Donc en fait, on n'était pas, c'était pas très grave finalement, et il y a certaines... Alors je laisse les lecteurs essayer de deviner, il y a certaines choses qui sont objectivement fausses, entre guillemets, on peut savoir, mais que d'une certaine manière, on s'en est pas rendu compte après coup, peut-être, mais peu importe, je dirais, c'est pas très grave au regard du discours comporté. Oui, et puis oui. Ça y est, j'ai trouvé l'angle par lequel enchaîner. Et effectivement, ce qui nous semblait aussi hyper important, c'était de dire explicitement, là c'est l'exemple le plus clair, de dire explicitement les choses qu'on sait et les choses qu'on ne sait pas. Donc là, clairement, sur ce thème-là, c'était important pour nous deux, et pour tout le monde, d'affirmer vraiment, ça, on ne sait pas. Et de la même façon, il y a énormément de choses graphiquement qu'on ne sait pas. Il y a plusieurs fois un jeu sur la représentation des personnages, puisque la tronche qu'avait eu Capet ou Guillaume le Conquérant ou tous ces personnages-là, en fait, on n'en a aucune idée. Et du coup, il fallait en parler.
tant qu'à faire, autant faire la source d'un gag, histoire de pouvoir installer que les personnages qu'on va dessiner, ils peuvent être cohérents et avoir du sens, mais d'une certaine façon, ils sont fictionnalisés quoi qu'il arrive, parce qu'on n'a pas le choix en fait sur cette époque-là. Oui, on va. Le temps passe et on va passer aussi à un point commun des trois albums. C'est l'attention portée aux gens ordinaires. On ne va pas trouver de grands personnages dans ces albums. Alors si, bien sûr, il y a eu Capet, il y en a quelques-uns quand même, parce que c'est aussi une BD documentaire, la BD sur la période féodale. Mais pour les deux autres, j'ai mis en parallèle ces deux planches parce qu'elles m'ont frappé. C'est ces deux galeries de visages, alors d'hommes, parce qu'on est dans un contexte, c'est pas de femmes parce qu'on est dans le premier, c'est le recrutement de la garde nationale, et puis avec la planche de la déconfiture, ce sont des soldats, mais voilà, des hommes ordinaires. Et donc, j'ai posé tous les deux la même question, enfin tous les trois, pardon, la même question. D'abord à Florent et Youn, comment avez-vous reconstitué, comment avez-vous trouvé vos modèles graphiques pour ces hommes et femmes du peuple de Paris de 1789? Cette planche-là est particulière parce que c'est que des portraits. Globalement, nous on invente les personnages. Voilà. Enfin, en fait, ça fait partie du projet de mettre des personnages un peu ordinaires, des gens de remettre dans la BD des gens qu'on croise. Il y a même des planches où nous-mêmes on est avec des copains. Enfin voilà, c'est tout le monde et ces personnes. Enfin, c'est un peu les gens qui nous entourent. Et après. Cette planche-là, du coup, en particulier, je pense qu'elle est venue, je sais plus exactement, mais c'était important qu'elle fasse pas mal écho au bouquin de Éric Vuillard sur 14 juillet, quoi. On a les noms, on a les gens et tout. Alors, c'est pas des vrais noms, on les a inventés, enfin, on les a combinés. Après, ça ressemble pas mal à ces espèces de registres d'archives, souvent sur les morts, enfin voilà, soit les morts de chez Réveillon, soit les morts de la Bastille, ou alors enfin voilà, à chaque fois qu'il y a des morts. On a les noms, on a les professions, une espèce de litanie comme ça de noms et de gens qui défilent et dont on sait à peu près rien que leur métier, puis parfois ce qu'ils portaient quoi, comme fringues. Et j'ai fait un truc marrant en tout cas pour leur tête, c'est que j'ai pris les noms qu'on avait inventés, je les ai tapés dans Google et j'ai trouvé des gens. Et voilà. Après je les ai un peu adaptés, quoi, je leur ai mis des perruques et tout. Et donc c'est vraiment n'importe qui en fait, quoi. Voilà. Et c'est important quoi, que ça soit un peu n'importe qui. Parce qu'en fait, par rapport à la reconstitution, nous, on fait pas tellement une reconstitution, quoi. On a cette excuse de la fiction, on va dire. On fait ce qu'on veut, en fait. On fait ce qu'on veut, et notre version de 1789 est complètement, peut-être, enfin, elle est certainement bien fausse, quoi, et très contemporaine, en fait. Mais c'est ça qui est chouette, et c'est ça que la BD permet, en fait, aussi de donner une vision où que ce soit le cinéma ou surtout les jeux vidéo, parce qu'il y a beaucoup en ce moment de jeux vidéo historiques. La reconstitution qui est faite comme ça quand on doit faire des images filmées ou des images encore pires en 3D, elle est pleine, quoi. Tout doit être là, quoi. Et quand il y a un truc qui manque, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, quoi. Donc il faut plaquer des textures partout, il faut que tout soit défini, etc. Donc en fait, ça demande un travail complètement infini, alors que la BD permet de travailler sur le vide, en fait, tout ce qui est pas là et que le lecteur va imaginer, en fait. Et ça, c'est vachement plus intéressant, quoi, parce qu'en plus c'est proche, pour nous en tout cas, du boulot graphique que les gens faisaient à l'époque au 18e, et on n'est pas dans un régime de la photographie, quoi, donc c'est intéressant, même par rapport à la tapisserie de Bayeux et tout. Mais la vérité, pardon, elle est aussi ici dans l'humain. C'est-à-dire que c'est pas une BD en costume,
avec des pantins qui ont justement le bon costume, où il ne manque pas un seul bouton, mais vous avez des êtres humains, et c'est aussi le pari de faire une BD vivante. Je vais me tourner, tout de suite vers Pascal, le temps tourne. Donc, même question, ces hommes ordinaires pris dans la tourmente de 1940, est-ce qu'ils viennent des romans que tu as lus ou des... Ça vient un peu de tout. Dans les précédents bouquins, j'avais dessiné toute ma famille en espérant qu'ils ne se reconnaissent pas. Voilà, c'était un peu pareil. C'est des amis, c'est des copains. Enfin, moi, j'ai pas de sang bleu. Mon arbre généalogique, il a à peine 2 générations parce que ça se barre en enfant naturel par-ci par-là. Donc, ils étaient garçons de ferme et autres. Donc, tout ça, c'est... j'ai pas envie de raconter la France des puissants. Moi, c'est la plèbe qui m'intéresse, et du coup après je vais piocher un petit peu en effet des tronches. J'ai été voir sur Google sans taper les prénoms, mais c'est pareil, les noms de mes personnages, je vais les piocher dans les cimetières comme ça je suis sûr de ne pas avoir de procès. Mais plutôt que dans le bottin où là on peut avoir des problèmes. Alors, la bande dessinée historique, c'est des images dont on parle depuis quelques minutes, mais c'est aussi du son, des paroles. Et la question, quand on fait une bande dessinée historique, justement, c'est comment faire parler les personnages. Là, à l'écran, si tu remets la slide d'avant, à l'écran, vous avez une bande dessinée didactique, qui est le Charlemagne fait chez Glénat, et sur lequel Geneviève Burère-Thierry a travaillé. Et vous avez en haut le dialogue fait d'abord par le scénariste, et Geneviève Burère-Thierry en marge qui explique que ça ne va pas parce qu'on ne peut pas dire il y a le problème des mois, des saisons, il y a différents anachronismes qu'elle ne laisse pas passer. Mais là, on est dans la bande dessinée didactique. Vous, Florian Mazel et Vincent Sorel, comment vous avez essayé de rendre l'oralité médiévale, ou comment vous n'avez pas essayé de la rendre, et de manière plus globale, comment faire parler des gens qui sont morts il y a 1000 ans et qui de toute façon ne parlaient pas français? Vas-y. En fait, on ne s'est pas posé la question. Je dirais que comme on n'était pas dans la reconstitution, on ne s'est pas posé la question déjà de la langue, parce qu'effectivement, on est parti sur la communication contemporaine. On ne s'est pas posé non plus spécialement à certains moments la question de la validité de certaines formules ou de certaines expressions. Puisque de nouveau, on assumait, je dirais, l'anachronisme des personnages et des situations et l'écart entre les 10e, 11e, 12e siècles et puis nous. Finalement, la prise de parole, lorsqu'on voulait malgré tout remonter le temps, vraiment, on s'est complètement appuyé sur les sources écrites qui sont pas des paroles orales, qui sont des mises par écrit, très souvent reconstruites a posteriori par des témoins toujours de parti pris, et donc en fait on est... mais en même temps c'est une parole source, donc elle est quand même en soi intéressante, et pour moi il était intéressant d'en donner un accès direct. Donc voilà, on s'est déchargé, donc on a 2 registres, ça signifie qu'il y a parfois des guillemets ou pas de guillemets, donc ça donne une parole un peu, on va dire... en gigogne, au sens où la plupart du temps il n'y a pas de guillemets, on est dans du contemporain, dans des prises de parole de type contemporain, et puis parfois on passe aux guillemets pour souligner le fait que là on est dans de la documentation. Et puis parfois, et je crois que c'est Vincent qui avait l'idée au départ, enfin moi si on a un peu bousculé la chronologie de départ du volume, qui devait s'arrêter au début du 12e, c'est parce que moi j'étais très frustré qu'il n'y ait pas en particulier de littérature, au sens, parce que c'est quand même le moment où apparaît la littérature en langue vernaculaire, chansons de Roland et puis surtout poésie des troubadours, et donc on a obtenu de repousser un peu la chronologie jusque vers 1130, 1140 pour introduire la parole troubadouresque, et à ce moment-là, on l'a introduite parfois de nouveau classiquement par des citations de poèmes, et puis Vincent s'est lancé dans des improvisations anachroniques, mais qui permettaient de relancer le récit, d'ajouter de l'humour, mais qui participaient de cette distance, c'est-à-dire à la fois on donne la parole aux personnages dans l'élan, dans les traductions en tout cas de textes originaux qui nous sont parvenus, mais on ne se soucie pas, on va dire, de vraisemblance sur la situation de communication des personnages en général. Parce que l'enjeu principal, c'est quand même de captiver et de donner à comprendre, quoi. Donc en fait, vraiment, c'était ce parti pris qui l'a emporté, quoi. Oui, mais c'est vrai que j'ai écrit quelques chansons dans cet album desquelles je ne suis pas mécontent. Mais après, pour revenir à la question, en fait, moi, une de mes influences
principal en matière de bande dessinée, c'est Gottlieb, et il a beaucoup fait ce jeu sur de décalage entre du contemporain et de l'ancien, des jeux sur la langue, etc. Donc j'y ai pas pensé clairement à chaque case, mais il y avait cette image qui était là quelque part, et du coup le jeu dont je parlais sur le fait de faire de la voix off, un personnage qui puisse dialoguer avec les personnages, impliquait de fait d'avoir une tonalité contemporaine dans le dialogue, parce que faire du pastiche de médiéval, à la façon des Visiteurs, par exemple, ça aurait été vraiment ridicule. Et donc, oui, encore une fois, ce jeu, ces questions de décalage permettent j'espère en tout cas, permettre d'avoir de l'humour qui permet sans doute de rentrer plus facilement dans le livre. Merci. Alors, le temps passe. On a encore plein de questions à poser à nos auteurs, mais aussi, le rendez-vous de l'histoire de Blois, c'est avant tout public. Donc, on va vous laisser, dans les quelques minutes qui restent, on va vous laisser la parole pour poser des questions à nos auteurs présents.